que jamais, les Européens se cherchent des racines communes. Et on s'aperçoit que Rome, et plus généralement l'Empire romain, sert souvent de modèle pour construire une culture originelle et repenser ainsi l'unité européenne. Pourquoi pas? Après tout, après la christianisation des Slaves, le roi de Russie a pris le titre de tsar de toutes les Russies qui vient directement du titre impérial César, et encore plus près de nous, le Kaiser, qu'était-il d'autre sinon le successeur d'un César à la tête d'un empire romain d'Occident. Encore faut-il regarder cette origine romaine en lui conservant ses différences. Et il n'y a pas grand intérêt à projeter dans l'Antiquité romaine nos habitudes et notre culture du XXe siècle, comme par exemple on va faire dans le péplum. Et je pense que si nous voulons vivre aujourd'hui à travers l'Antiquité romaine, à ce moment-là, que ce soit l'occasion de faire un voyage ailleurs, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle souvent l'expérience de l'altérité, ce qui nous ramènera à l'idée, au fond très moderne, que je est un autre. La première différence entre la Rome antique et nous, et peut-être la plus importante, c'est que Rome est une culture du corps. Et quand on dit une culture du corps, ça ne signifie pas une culture matérialiste qui s'opposerait à d'autres cultures spiritualistes. Non. Si on parle d'une culture du corps, c'est parce que le Romain est son corps. En effet, notre civilisation judéo-chrétienne et ensuite ce qui lui a succédé, c'est-à-dire cette civilisation scientifique qui se veut rationaliste, affirme les unes et les autres que nous avons un corps et non pas que nous sommes un corps. Il suffit de penser à des expressions comme le corps, cette guenille, ou bien le corps serait le cercueil de l'âme ou la prison de l'âme, ou bien plus récemment, il n'y a qu'à voir comment la science ou la médecine ou même l'esthétique objective le corps qui devient à ce moment-là objet de tous les soins. Donc en fait à Rome il s'agit d'un tout autre rapport au corps et qui conditionne l'essentiel de la culture. En effet à Rome, pourrait-on dire dans une formule, l'homme a le corps qu'il mérite, c'est-à-dire que s'il est malade, eh bien c'est qu'il a mérité d'être malade, sans donner une force morale à ce mot, et inversement, on peut dire que on a les mérites de son corps, c'est-à-dire que l'homme qui a un corps fort, beau, courageux, eh bien, les mérites de ce corps lui sont attribués. Donc, on a dans la civilisation romaine une éthique du corps qui traverse toute la vie d'un homme. Et pour donner quelques exemples, eh bien, cette éthique touche à la nourriture, ce qui nous semble évident, mais aussi à l'éloquence. C'est-à-dire que l'éthique du corps, l'homme éloquent est éloquent par son corps, à la sexualité, à la guerre. On verra quelques exemples, mais c'est au point que le régime, je dirais le régime alimentaire du citoyen, concerne l'État. Et que donc il y a des lois et des hommes politiques, enfin des institutions politiques représentées par des gens qui ont cette fonction-là, s'occupent, se mêlent du corps et du régime du citoyen. Bon, un exemple qui sera peut-être plus amusant et plus concret, c'est que lorsque tous les 5 ans, on fait le recensement des hommes adultes mobilisables, c'est-à-dire qu'on fait défiler, il y a un magistrat qui s'appelle le censeur, fait défiler tout le monde devant lui sur le champ de Mars. Et lorsque arrive un homme obèse, qui normalement devrait être un cavalier qui tire derrière lui, par exemple, un cheval squelettique, eh bien, il va être blâmé, mais blâmé non seulement par des paroles, mais il sera rétrogradé dans la hiérarchie sociale. Donc, ceci, je crois, est assez étonnant pour nous faire comprendre la différence.
Un autre exemple sur lequel je voudrais insister, tout le monde connaît César, Jules César, et même tout le monde connaît ces visages qu'il sculptait dans la pierre ou présents sur les monnaies. Eh bien, cette maigreur de César qui apparaît, puisqu'il apparaît comme avec un visage émacié, eh bien, cette maigreur est une maigreur qu'il s'est conquise lui-même, pour lui-même, après avoir eu une jeunesse molle, disons, où il avait vécu dans le plaisir, qu'il avait fait un corps efféminé, un corps mou, un corps non structuré. Et lorsqu'il est parti faire la guerre en Gaule, c'est là qu'il s'est formé un corps dur, et qui était indispensable non seulement pour être un général, mais aussi pour être un homme politique qui allait conquérir le pouvoir suprême à Rome. Et je dois dire que pour un Romain, lorsqu'il voit face à face la tête de César émaciée et la tête de Pompée, qui est donc son grand adversaire, avec ses parties molles qui tombent un peu dans le cou, eh bien, je vous assure que pour un Romain, la victoire n'était pas douteuse entre les deux. Alors, on peut se demander tout de suite pourquoi. En effet, pourquoi donc à Rome, l'homme est son corps, à la grande différence de notre culture. Et là, je crois qu'il faut voir un autre aspect fondamental de la religion romaine qui nous sépare et qui nous sépare des Romains, c'est que cette religion est toute entière organisée à partir d'un rituel qui met en cause le corps de l'homme pour le définir en tant qu'homme humain civilisé, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est-à-dire la mise à mort rituelle d'un animal domestique, on l'égorge, et ensuite cet animal va être cuit de façon dans une cuisine, qu'on dit cuisine sacrificielle, pour qu'il y ait partage de sa chair. Et donc c'est ce partage rituel de viande cuite avec les dieux et entre les hommes qui constitue le Romain comme un être civilisé. Et on peut fixer ça dans un mot d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un homme civilisé? Il est dit cultus, comme nous on dirait cultivé d'ailleurs, c'est une racine, et le cultus c'est aussi le terme qui désigne les actes cultuels, la religion dont ce sacrifice est l'acte essentiel. Mais dans le système de représentation générale, donc manger de la viande cuite sacrifiée, c'est ça qui définit l'homme. Donc l'homme est défini dans le monde par son corps. Et il est son corps, justement. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et surtout, il ne faudrait pas s'imaginer que le sacrifice, ça a lieu une fois de temps en temps, que ce serait une action symbolique. C'est que la pratique sacrificielle, elle est quotidienne. Tout le monde sacrifie tout le temps. Quand je dis tout le monde, ça veut dire évidemment les hommes adultes, j'allais dire libres, mais en fait c'est pas tout à fait vrai parce que les esclaves aussi participent au sacrifice. Ça veut dire que le père de famille dans sa maison sacrifie au dieu de la maison, ça veut dire que le général qui part en guerre sacrifie, ça veut dire que même celui qui préside l'assemblée du peuple, ce qu'on préfère l'Assemblée nationale, fait un sacrifice inaugural. Donc c'est une pratique absolument générale, permanente, et qui rappelle à l'homme sans cesse ce qu'il est, mangeur de viande cuite. Mais, et c'est ça qui est très étonnant aussi, c'est que l'homme est aussi défini par un autre aspect de sa nourriture. Manger des viandes cuites sacrifiées, ça ne suffit pas. Il est aussi, expression grecque, par ailleurs, il est ce qu'on appelle un bon mangeur de pain, ou un mangeur de pain et de légumes. Alors, le système comme ça se met en place. On a d'un côté la nourriture sacrificielle, ces viandes, et de l'autre côté, les pains et les légumes. Et tout ça fait un système contrasté. En effet, la façon dont les Romains se représentent la digestion rend les choses très, très, très claires. En effet, dans le ventre, le pain et les légumes est digéré, nous dirions, mais selon le terme, qui d'ailleurs est le terme traditionnel en français moderne, français moderne, ça veut dire français du XVIIe, il y a coction. Et c'est-à-dire qu'il y a cuisson, et que la cuisson du pain et des légumes va produire à l'intérieur du corps une vraie nourriture et va se transformer en muscles et en os. C'est donc ce qui nourrit, ce qui fabrique le corps, ce qui va durcir dans le corps, ça nourrit mais donne pas de plaisir.
En opposition, les viandes dont je parlais précédemment, ou les poissons et les huîtres, tout ça est le même système, le poisson n'étant jamais que de la super viande, c'est-à-dire la viande encore plus raffinée, et l'huître du super poisson, du poisson encore plus raffiné. Tout ça, dans le ventre de l'homme, va pourrir. C'est-à-dire que la viande ne nourrit pas, c'est pour ça qu'elle ne suffit pas à faire d'un homme un homme. Ça le réjouit, mais ça pourrit, et ça a tendance à faire que le corps de l'homme se dissout. Et en revanche, il y a une part de plaisir, de partage, de convivialité. Ainsi, on a ces deux pôles de la nourriture, l'une qui nourrit, qui est forte, qui rend l'homme dur, et l'autre qui fait du plaisir et sociabilise l'homme. Mais bien sûr, pas de manichéisme, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une nourriture qui serait bonne et vertueuse, et qui serait la nourriture dure, et une nourriture qui serait mauvaise parce que dissolvante, et du côté du plaisir. Les deux sont indispensables, et elles doivent alterner. Donc, ce qui est en train de se dessiner là, c'est donc une polarité. Une polarité que j'ai décrite, attrapée du point de vue de la nourriture, mais qui est générale, et qui permet de comprendre tout et de classer tous les comportements d'un Romain. D'un côté, il y a donc la dureté. Lorsqu'elle était excessive, elle entraîne dans une austérité trop grande l'homme qui la pratique, et ainsi il y a une tendance, disons, de pétrification de l'homme romain et d'isolement. Ça n'est pas abstrait ce que je dis là, puisqu'il y a des figures très, très fortes que l'on connaît, par exemple l'avare. Un avare à Rome, c'est quelqu'un, c'est pas du tout comme nous concevons l'avare, je pense par exemple à une pièce comme l'Olulaire. Vous avez donc un homme qui est trop économe, doux et constipé, parce qu'il mange des choses trop dures, et du coup ne reçoit personne. En opposition, vous avez ceux qui s'adonnent trop à la mollesse et à la bienveillance, une espèce d'indulgence générale, qui n'est pas de la bonté ni de l'affection pour ses proches, mais qui est la facilité, qui laisse tout faire. Alors ces gens-là, on a reconnu la figure du luxurieux, sont menacés de quoi? Ils sont menacés de gangrène dans leur corps. Ils ont le corps qui se pourrit, donc qui se dissout de l'intérieur, et ils font des abcès purulents. Toute la pourriture sort d'eux comme ça. Et puis, ils sont évidemment menacés de débauche, de trop grand laxisme dans leur relation aux autres. Alors, ce principe, donc, ce système, apparaît comme un principe d'intelligibilité de l'homme romain, que ce soit son corps ou sa psychologie. Comme vous voyez, les deux ne sont pas dissociables, puisque justement l'homme romain est son corps. Alors, donc je disais, ça rend intelligible depuis le régime alimentaire jusqu'à l'éloquence. Et je voudrais juste, à propos d'éloquence, puisque j'en parle, fixer les choses de façon très précise, c'est-à-dire qu'il y a à Rome deux types d'éloquence essentiellement, et qui sont d'ailleurs en plus des écoles qui sont bien ciblées. Il y a l'école atticiste, qui est le style grave, hein, mais si on comprend bien ce que c'est que le style grave, c'est un style économe en mots, économe en gestes. Mais en même temps, c'est un style qui, saisissant, donc l'orateur saisit son public dans une situation difficile, et son but, c'est que le public, qui est un public politique ou un public de juges, fasse bloc. C'est-à-dire que tout ce côté consistant de la nourriture va se retrouver dans la solidification en un groupe compact de ceux qu'il a en face de lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le style atticiste. En opposition, on a le style asianiste, qui est tout le contraire. Alors là, on a un orateur qui va faire des jolies phrases, faire des cascades de mots, il y a une grande abondance de mots, mais en même temps, c'est un style qui ruisselle, qui est assez peu construit, et qui rebondit de syllabe en syllabe, et avec un grand plaisir de la musique, des images, et l'orateur lui-même, au lieu d'être raide et grave, est au contraire assez allègre et fait tellement de gestes que souvent on finit par le comparer à une danseuse. C'est un art oratoire qui convient mieux aux périodes où la Respublica n'a pas de grands soucis. Je voudrais maintenant passer à un autre domaine où on ne s'attendrait peut-être pas à ce que l'opposition entre ce corps dur et ce corps mou
soit si important. C'est celui du soldat romain. En effet, le légionnaire romain est un homme qui a cette caractéristique pour pouvoir affronter l'ennemi, il est plus dur. Il est plus dur que ce qu'il n'était lui dans la vie civile, puisque ce sont les mêmes citoyens qui sont successivement dans la vie civile et dans l'armée, c'est une armée de citoyens. Eh bien, le légionnaire romain, par exemple, ne mange que du blé. Il ne mange que du blé parce que le blé est dans la... Il ne mange jamais de viande, il ne boit pas de vin, comme on sait, et parce qu'il ne mange pas de viande, et parce qu'il faut qu'il ait un corps dur. Et pourquoi a-t-il avoir un corps dur? Parce que toute l'éthique de la guerre repose sur la résistance. Le bon légionnaire n'est pas celui qui attaque en hurlant et avec un courage de sauvage, ça c'est bon pour les Gaulois. Lui, il est capable de résister, et au fond, l'idéal c'est de transformer son propre corps en un bouclier ou une cuirasse. Et ainsi, il devient invulnérable, ou presque invulnérable au coup. Mais l'homme est son corps, donc être invulnérable au coup, c'est aussi être invulnérable à la peur. Et par conséquent, des Gaulois qui chargent en hurlant ne lui font pas peur, c'est-à-dire qu'il est compact dans ses sentiments comme il est compact dans son corps, et comme l'armée est elle-même compacte, c'est-à-dire fait bloc, de telle sorte qu'il n'y a pas d'interstice par laquelle l'ennemi peut entrer. Alors, cette endurance du soldat, qui doit être donc conquise sur les tendances ramollissantes de la vie urbaine ou même de la vie à la campagne, j'en parlais à propos de César, il y a un terme qui désigne l'entraînement qu'il doit subir, c'est l'abord. L'abord, c'est les travaux qu'il fait, l'effort qu'il fait, la résistance. Et au fond, si on pouvait avoir une comparaison, le soldat romain va devenir une sorte de pain cuit et recuit. Mais d'où la nécessité, lorsqu'il va rentrer chez lui, qu'il va rentrer dans la ville, d'avoir une période de grand ramollissement, presque de quasi-dissolution pour rééquilibrer tous les efforts qu'il a dû faire entre le froid qu'il a subi, la faim, l'endurance et la chaleur. Donc, ce que l'on ressent, c'est que l'homme est tout en jeu dans son corps, et qu'il a à le maintenir, ce corps, comme il se maintient lui-même, à l'intérieur de la civilisation. Je voudrais juste donner un dernier exemple à propos de la culture du corps. C'est évidemment un exemple auquel on s'attend qu'il arrive ici, c'est le problème de la sexualité romaine. Et en effet, la sexualité romaine est une pratique assez étonnante, puisque elle n'a en rien naturel. Et qu'un corps érotisé, un corps séduisant, est un corps qui va être conquis lui aussi sur ces deux tendances entre ce que j'appelais le dur et le mou. En effet, le corps naturel est un corps qui est, si on n'y fait rien, c'est un corps sauvage. C'est un corps qui est sauvage, c'est-à-dire qu'il est poilu, il est sale, il a en particulier cette odeur de bouc que les Romains trouvent absolument terrifiante. Donc un corps doit être sans arrêt travaillé par la culture et nourri, entraîné, etc. Le corps du soldat est tout à fait cultivé. Mais en même temps, il y a un autre aspect du corps qui est terrifiant, c'est son intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur du ventre en particulier est un lieu de putréfaction. Et donc ce côté pourri, qui n'est pas un côté naturel, puisque ça n'est pas cette violence du corps agressif par sa sauvagerie qui est en question là. C'est un corps qui est au contraire, c'est le côté mangeur de viande qui est là. Et donc il est plein d'humeurs putrides contre lequel l'homme doit lutter contre son endurcissement. Donc ce qu'on voit à Rome, c'est qu'à la fois donc c'est une culture du corps, donc une civilisation où le corps est premier, mais en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce corps n'est pas idéalisé. Ça n'est pas du tout l'apothéose d'un corps glorieux qui serait présent comme ça dans
dans sa nature et dont la perfection, quand elle aurait lieu, serait le lieu de l'image des dieux. Ce à quoi je fais référence, évidemment, c'est à la Grèce. En effet, si on prend l'image même de ce corps qui est le lieu de la beauté divine en Grèce, qui est par exemple le corps de l'éphèbe, du jeune garçon, qui est beau comme Eros pour un certain temps, on n'a absolument jamais ça. À Rome, il n'y a aucun Romain ne va être tout d'un coup foudroyé par Eros présent dans le corps d'un garçon. Et lorsqu'on a des garçons, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux garçons, mais les jeunes garçons, lorsqu'ils sont intéressants, sont entièrement fabriqués. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le puer delicatus est un jeune homme à qui on aura laissé pousser les cheveux, qu'on aura le cas échéant frisé, qu'on aura entièrement frotté à la pierre ponce, qu'on aura trempé dans du lait, enfin baigné dans du lait. Voilà, je crois, quelque chose qui nous fait toucher un rapport très très particulier au corps à Rome, tout en mettant le corps au centre de la culture. Donc, si le Romain est son corps, en plus, il est l'image de son corps. Mais cette image, qui est donc lui-même, il ne peut la saisir que dans le regard des autres. Le soldat ne prend conscience de ses exploits, ou l'orateur de la valeur de ses discours, que s'il a un auditoire pour l'orateur et des témoins pour ses exploits en ce qui concerne le soldat. En effet, cette société romaine est une société qui fonctionne par le contrôle social. Ça veut dire qu'un individu est toujours soumis à l'appréciation de ceux qui l'entourent et de ceux qui sont ses proches. Et ce contrôle social fait qu'il va être mu dans ses actions par le désir de gloire ou par la crainte de la honte. Prenons un exemple. Le soldat romain, lorsqu'il combat, et c'est pas par hasard si on le fait comme ça, s'il s'est prévu comme ça, lorsqu'il combat, il est avec ses voisins de village. C'est-à-dire que dans une centurie, vous avez des gens qui habitent le même village ou le même quartier. Donc il va combattre sous les yeux de ceux qu'il va retrouver ensuite quand il va dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que s'il se conduit comme un lâche, ou s'il se conduit comme un héros, c'est-à-dire si, très simplement, s'il fuit et que, par exemple, il laisse tomber son voisin qui, au lieu de l'emporter sur ses épaules, ou bien lorsque, au contraire, il fait face avec sa poitrine et couvre la retraite de sa centurie, par exemple, ça, tout le monde le sait. Tout le village le sait, et lorsqu'il revient chez lui, eh bien, soit il pourra exhiber les superbes blessures, les cicatrices qui seront comme des médailles sur sa poitrine, ou bien en fait, il ne pourra plus se montrer, et en fait, c'est d'ailleurs exclu, parce qu'il mourra de honte, par exemple, ou bien il s'enfermera dans la maison. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé, tout à fait historique, aux vaincus des Fourches Caudines, dont c'est une armée romaine qui a été battue dans le Samnium, et dans l'Italie du Sud, et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, à Rome, eh bien, en fait, ils se sont enfermés dans leur maison et ils n'ont jamais pu sortir, car ils auraient dû affronter le regard des autres. Ainsi, on est donc dans une culture qu'on appelle du blâme et de la louange, que Foucault avait opposée en particulier à la culture de la culpabilité. C'est-à-dire que l'appréciation de l'acte n'est pas une prise de conscience intérieure, mais on reçoit l'évaluation de l'extérieur. C'est pour ça qu'il s'agit d'une culture que moi j'appellerais d'une culture sans intériorité. En effet, les Romains n'ont jamais conscience d'être par eux-mêmes. Ils n'ont donc ni conscience intérieure, ni même moi historique, c'est-à-dire qu'ils ne se définissent pas par une histoire. Je suis une histoire n'est pas une façon romaine d'exister, ni même, évidemment, dans une dialectique de l'être et du paraître, avec un intérieur qui serait l'être et qui devrait s'extérioriser, et le risque que le paraître masque l'être. En effet, le romain est son nom, il est ce nomen qu'il reçoit à l'âge de 14 ans, il n'existe pas avant, il n'a pas d'histoire avant, et le nom est celui de son père, et par conséquent, il doit être l'image du père, mais par ailleurs, le mot nomen veut dire aussi renom. C'est-à-dire qu'il y a une certaine image qu'il impose, et
c'est précisément ce terme de renom qui dit bien ce que c'est que le nom, c'est-à-dire que c'est le nom que les autres vous renvoient et non pas celui qu'on impose. Ainsi, on a cette image, ce récit qui est fait par Tacite dans le dialogue des orateurs, où il raconte très longuement comment les plaisirs du grand orateur consistent à voir autour de lui s'amasser des gens pour l'écouter, venir le chercher le matin dans la maison, lui faire escorte, l'accompagner au forum. Et il dit que le sentiment supérieur et ultime de sa propre existence et de sa propre perfection en tant qu'orateur, c'est lorsqu'il se lève, que tous les regards se tournent vers lui, que tout le monde se tait, qu'il y en a d'autres sur le forum qui arrivent pour l'écouter, et que lorsqu'il fait ressentir, il suggère des sentiments, eh bien, qui sont par exemple son indignation en évoquant le crime de celui qui l'attaque, tous les assistants sont saisis du même sentiment, par exemple l'indignation, et donc lui renvoient à lui-même l'image de ce qu'il est en train de créer dont il n'a même pas conscience. Bon, ça c'est un exemple, je voudrais en prendre un autre qui est inverse pour bien comprendre, pour bien faire comprendre ce que c'est que la puissance du contrôle social. C'est une histoire qui en cours revient à Jules César. Il s'agit d'un auteur de mimes qui s'appelait Decimus Laberius, et qui était un grand auteur de mimes, et qui était en conflit avec un autre auteur de mimes qui s'appelait Publius Cyrus, et qui était l'ami de César. Alors, pendant une représentation théâtrale, César a contraint Decimus Laberius à monter sur scène pour dire ses propres vers. Les mimes ne sont pas des spectacles mimés, ce sont des spectacles en vers. Or, la règle veut à Rome que tout homme qui monte sur une scène soit immédiatement frappé d'infamie. Or, Decimus Laberius était un chevalier, c'est-à-dire qu'il faisait partie des hauts grades de la société. Lorsqu'il est redescendu de la scène, il a voulu reprendre place au premier rang sur le banc des chevaliers. Les chevaliers ne lui ont pas fait place. Il était de fait en sorte dégradé. Il a fui en Italie du Sud. Et là, n'ayant plus de relations possibles, étant écrasé de honte, il est mort de désespoir. Donc ici, il s'agit, vraiment de ne vivre que dans le regard des autres. Et ça va si loin que lorsqu'on lit l'art d'aimer d'Ovide, on s'aperçoit que, y compris dans les relations les plus intimes, c'est-à-dire dans les relations amoureuses, on n'existe que par le regard de l'autre. Et en particulier, la beauté des femmes n'existe que par le regard de celui qui la voit, donc l'autre. Mais à un point tel que il s'agit donc pour ces femmes qui se sont fabriquées une beauté, qui par exemple ont mis une robe jaune si elles avaient un teint foncé, etc. Enfin bon, je veux dire, il y a tout un artifice pour se créer un corps beau, puisqu'il n'y a pas de beauté naturelle. Eh bien, la mise en scène de soi est si importante que même, explique Ovide, que lorsqu'on est dans la chambre, la nuit, à la lueur de la lampe, et qu'on devrait se laisser aller à toute la spontanéité du désir, eh bien, dit Ovide aux femmes, surtout n'oubliez pas de toujours présenter votre meilleur profil. Et même si vous avez les jambes trop courtes, eh bien, ne vous allongez pas parce que votre buste va sembler trop long, et à ce moment-là, prenez une position assise. Je crois que là, c'est peut-être le plus bel exemple, puisque ça, de ce que peut-être ces contraintes, même si il y a une insistance peut-être hyperbolique de la part d'Ovide sur ce que peut être l'existence dans le regard de l'autre. Dans cette société où chacun se regarde donc dans le miroir de l'autre, l'esclave n'échappe pas au sort commun. Et il est avec son maître dans un rapport spéculaire, lui aussi, qui en fait va servir à le définir. Bon, bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a toujours ce discours économiste, si
si ce n'est économique, sur la fonction de l'esclave. On a beaucoup spéculé sur la nécessité de l'esclave, comme quoi l'esclave romain serait indispensable à la société romaine pour permettre aux hommes libres de faire la politique pendant que eux, les esclaves, travailleraient. En fait, il semble bien que si cette représentation est valable pour la Grèce, encore que, puisqu'on connaît le fameux texte d'Aristote qui dit que si les navettes travaillaient toutes seules, eh bien on n'aurait pas besoin d'esclaves. On s'aperçoit qu'à Rome, la chose ne se présente pas du tout comme ça, et en particulier, il y a un texte de Varron. Varron est un contemporain d'Auguste, à peu près, et donc qui est tout au début de la République, début de l'Empire, et qui, dans son traité d'agriculture, explique combien il est beaucoup plus intéressant d'utiliser des saisonniers que des esclaves. En effet, les esclaves, il faut les nourrir toute l'année, et au moment de la saison d'automne, où il y a les fièvres, il faut les soigner, tandis que les saisonniers, ça ne pose aucun problème de ce genre. Donc, en fait, il semble bien que l'hypothèse économique ne puisse absolument pas rendre compte du statut de l'esclave à Rome, ni, on verra, de sa représentation, de la façon dont il est perçu. En effet, et ça, bon, on l'a montré, je crois, de façon très juste récemment, le statut de l'esclave romain suppose qu'il sera un jour ou l'autre affranchi, c'est-à-dire libéré. Donc, en fait, tout esclave romain est potentiellement un affranchi. C'est-à-dire qu'il a certes un statut de marchandise tant qu'il est esclave par rapport au droit, il est l'objet de vente, il est ce qu'on appelle res mancipi, comme les animaux domestiques, mais il est tout de même un homme qui deviendra un jour libre, c'est-à-dire sujet du droit. C'est-à-dire qu'il passe en fait d'objet du droit à sujet du droit. Évidemment, ce sera toujours un citoyen de deuxième zone, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les droits politiques, hein, mais son fils, à lui, esclave, si ce fils est né dans la liberté, c'est-à-dire s'il est né quand son père était affranchi, lui sera un citoyen à part entière, et ça va très vite. C'est-à-dire que si le père affranchi est riche, le fils est citoyen, et puisque son père est riche, il va monter très vite dans l'échelle sociale, il pourra même faire de la politique, sinon lui-même, du moins le fils. En fait, en 2 générations, un esclave va donner naissance va être à l'origine, si ça se trouve, d'un sénateur ou d'un chevalier. En fait, on s'aperçoit que l'esclavage romain est une extraordinaire machine à intégrer. C'est-à-dire que tout individu de l'Empire romain peut, par l'esclavage volontaire, c'est-à-dire soit en se vendant lui-même, soit en étant vendu par ses parents, trouver sa place à Rome et devenir affranchi et ainsi fonder une lignée. Et donc il faut bien voir les choses comme ça, et en particulier aussi qu'en étant un affranchi, par exemple, qui a une bonne formation intellectuelle, et c'est souvent le cas des esclaves, en particulier des esclaves qui viennent de Grèce, hein, eh bien, ils peuvent être proches de l'empereur, et ils sont beaucoup plus puissants, influents et riches, et donc ils ont beaucoup plus haut dans l'échelle sociale que le malheureux paysan des Apennins qui a un demi-hectare et qui nourrit à peine sa famille. Donc en fait, l'esclavage est aussi un des points où on a des fantasmes sur Rome qui ne sont pas légitimes. Comme on a dit, l'esclavage c'est un statut, ça n'est pas du tout une condition économique ni même sociale. En fait, on s'aperçoit ainsi que l'esclave est en fait dans une relation, non pas se définit dans la société par une relation verticale. Verticale, ça veut dire qu'il est pris dans une famille, une familia, hein, dont le chef, le patronus, ou le dominus quand il est esclave, patronus quand il sera affranchi, est en fait son représentant et son garant. Mais lui-même est en quelque sorte, on va voir, un double de son maître. En effet, un esclave n'a pas de nom. Un affranchi, qu'est-ce qu'il a comme nom? Il a le nom intégralement de son maître, plus le sobriquet qu'il avait lorsqu'il était esclave. Et l'esclave qu'on enterre, on l'enterre sous le nom de son maître. On donne le nom de son maître et on dit esclave de
de Lucius, enfin Caius, Tullius, Cicéron par exemple. Et ainsi, on a cette intégration verticale se fait donc par une sorte de ramification. Vous avez à la tête du clan le patron, et puis tous ceux qui portent son nom, parce que les fils aussi portent le nom du père. Donc père, patron, patronus, ça veut dire celui qui est en place de père, ont tous, enfin père patron donne à tous le même nom. Et par rapport, alors quel est leur, qu'est-ce qu'il attend lui de ses fils, de ses affranchis et de ses esclaves? Il attend d'être en quelque sorte son prolongement. L'esclave sera son bras, sera son intelligence pour faire les archives, sera sa connaissance du droit, etc. Mais il agit toujours pour le patronus, de même qu'un père attend de son fils qu'il lui ressemble et qu'il le prolonge pour le répéter comme écho de lui-même après sa mort dans la société. Et ainsi, on a une extraordinaire multitude de reflets du patron qui constituent la familia autour de lui. Chacun tirant son identité sociale, donc son identité tout court, de la figure du patronus, avec une vertu qui est au centre de tout ça, c'est la fides, la loyauté, car qu'est-ce que c'est que cette loyauté dont Cicéron dit qu'elle est constitutive de la société, à la base même de toute société civilisée? C'est en fait la capacité et de maintenir ce lien de réciprocité, de ressemblance, et être fidèle à son maître, ça veut dire travailler dans ses intérêts, protéger ses intérêts, c'est-à-dire être un autre lui-même ailleurs. Par conséquent, on a ce système où on pourrait dire en termes modernes que tous les membres de la familia sont des alias du dominus, au point que lorsque l'esclave meurt pour son maître, ça n'est pas un sacrifice que l'on comprendrait comme un acte de générosité, c'est son rôle, c'est-à-dire qu'effectivement, on a comme ça de sublimes histoires je dis sublimes parce qu'elles sont évidemment excessives, mais elles sont pour les Romains très suggestives. C'est-à-dire qu'on a, donc, je voulais dire dans Valère Maxime, on a comme ça des histoires d'esclaves qui meurent à la place du maître, mais parce qu'ils prennent sa place. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans son lit, prennent sa bague, lui ressemblent, et les ennemis vont le tuer. Généralement, c'est les ennemis politiques, c'est au moment des conscriptions, vont le tuer à la place du maître. Donc, on a ici un Romain qui vit entouré de ses esclaves, qui sont ses doubles et aussi ses miroirs. Par conséquent, le maître cruel, on va comprendre quelque chose, c'est que le maître ne peut pas être cruel. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un maître cruel? Le maître cruel, le maître qui est inutilement méchant avec ses esclaves, qui prendrait plaisir à les torturer ou à les faire souffrir, et bien, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique des gens à son image. C'est-à-dire qu'il va fabriquer des esclaves qui vont être aussi cruels. Là, je prends le terme latin qui est crudeles, qui est beaucoup plus que cruel. Ça veut dire qu'ils sont incapables de relations humaines, en particulier de fides. Et qu'est-ce qui arrivera à un maître cruel? Eh bien, il sera sûrement égorgé un jour ou l'autre par un esclave. En effet, il n'aura fait que des gens à son image, incapables de se socialiser dans un groupe. Et or, l'esclave est un être dangereux. En effet, les esclaves, il y en a partout. Et un Romain ne peut pas supporter d'être seul. Il a toujours besoin donc de gens autour de lui, on aura compris, puisqu'il n'existe que sous le regard des autres et en relation avec les autres. Par conséquent, même la nuit, le Romain n'est jamais seul. D'ailleurs, s'il est seul, il meurt de peur. Enfin, donc il y a un esclave qui est dans sa chambre, qui est couché devant sa porte, à l'intérieur, un autre qui est couché à l'extérieur. Mais il est indispensable que ces esclaves soient fidèles, parce que c'est le moment précisément où les esclaves tuent le maître. Mais ils le tuent toujours, parce que ce sont non pas de mauvais esclaves, mais des esclaves qui ont été formés à la cruauté. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on est obligé de tuer toute la familia, parce qu'il y a une complicité de toute la familia, c'est-à-dire tout l'ensemble des esclaves. On le fait, mais en même temps, les Romains trouvent ça épouvantable, et ils disent, le seul coupable, le seul vrai coupable, c'était le maître, qui ne mourra pas si par exemple son esclave l'a raté,
toute la familia mourra, tout le monde est obligé reconnaît qu'on est obligé de le faire, mais que donc le maître cruel, le maître injuste est à l'origine de ce qui est un désastre social et humain. Parmi ce qui a fasciné les modernes dans la civilisation romaine, il y a, je crois, avant toute chose, les combats de gladiateurs, que l'on appelle, et à tort, les jeux du cirque, puisque ce ne sont pas des jeux et ça ne se passe pas au cirque. Mais disons qu'on constate actuellement qu'il n'y a pas de péplum, ni même de film de science-fiction, sans qui n'ait son combat de gladiateurs. Et là encore, peut-être encore plus qu'ailleurs, les fantasmes ont recouvert la vérité historique, et en particulier, une histoire comme l'épopée de Spartacus a particulièrement brouillé les choses. En effet, il faut bien comprendre que le combat de gladiateurs, c'est avant tout un rituel religieux, et j'appellerais ça une liturgie de la mort, comme on peut le dire pour la corrida actuellement. C'est-à-dire que c'est ni un duel entre deux hommes qui s'affronteraient pour savoir quel est le meilleur, ni pour les spectateurs un match où on regarderait pour savoir qui va l'emporter. En effet, si je dis que c'est une liturgie de la mort, c'est que le grand moment d'émotion et le moment fort du spectacle, ce n'est pas l'affrontement des deux combattants. C'est en fait le moment où le sang va couler, le sang de celui qu'on égorge, c'est-à-dire qu'il y a eu donc les deux combattants, et à un moment, l'un des deux reconnaît qu'il est vaincu. Et de façon tout à fait codifiée, il met un genou en terre et présente sa gorge. Et à ce moment-là, l'autre sort un couteau qui n'est pas l'arme qui a servi à combattre, et il égorge rituellement l'adversaire. Or, c'est ce moment. En effet, à cet instant unique dans tout le spectacle, il y a une conjonction qui se fait. Une conjonction entre les éléments qui sont normalement disjoints. On est au centre politique de la ville. En effet, les combats gladiateurs se font au forum, dans un lieu qui est on appelle un templum, c'est-à-dire qui est consacré aux dieux. Ensuite, on a le ciel lumineux de Jupiter qui est au-dessus, hein, et en bas, on a les morts qui remontent voir le sang, et ce qu'on voit, ce sont des êtres absolument sauvages qui se sont affrontés et qui n'ont rien à voir avec les hommes qui sont spectateurs. En effet, c'est cela que réalisent les combats de gladiateurs, c'est-à-dire faire s'affronter les limites de l'humanité, les limites verticales enfin, selon le haut et selon l'horizontalité. En effet, on a toujours été frappé par l'armement étrange qui est celui des gladiateurs. Au début, ils sont armés en Gaulois, en Thrace, en Samnite, mais très vite, c'est-à-dire en peuple barbare que connaît à peine les Romains et qui, pour les Romains, habitent au bord de l'océan, c'est-à-dire aux limites du monde. Mais ensuite, quand l'Empire s'est agrandi, il y a eu des armements fictifs, c'est-à-dire que le sauvage a été créé par des fictions. Par exemple, tout le monde connaît le rétiaire, celui qui combat avec un filet et un trident. Il n'a jamais eu le moindre combattant réel de ce genre. Il y a aussi celui qui est couvert d'écailles de métal comme un poisson. Ou encore, il y a un type de gladiateur qui a un casque qui lui bouche les yeux, c'est-à-dire qu'il combat en aveugle. Donc, en fait, il y a ces êtres étranges fabriqués de toutes pièces qui sont au-delà de l'humanité connue, qui viennent ici se combattre, s'affronter. Et aussi, ce qu'on point très important dans les combats de gladiateurs, c'est que c'est toujours des combats dissymétriques. On n'a pas deux rétiaires l'un contre l'autre. Et on a, par exemple, un thrace et un rétiaire. On peut donner d'autres exemples. Et ainsi, on a aussi, par exemple, ceux qui combattent sans armes défensives, avec deux poignards contre un autre qui n'aurait pas d'armes offensives. En fait, ce qu'il y a, ce sont des combats, je pourrais dire des combats abstraits, des combats entre des forces ontologiques contraires. C'est le combat de la force et de l'adresse, de l'expérience et de la fougue, etc. Et donc, c'est ça qui est en cause. C'est-à-dire qu'on va avoir l'une des deux abstractions, presque, qui va l'emporter cette fois-ci, et puis ce sera une victoire inverse l'autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces victoires s'annulent. C'est-à-dire que c'est la négation même du manichéisme, c'est-à-dire qu'il y aurait le bien et le mal qui s'affronteraient. Là, on a des éléments contraires, adverses,
qui s'affrontent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En fait, pourquoi? En fait, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de dire la structure du monde et de la réaffirmer. Et les combats de gladiateurs sont en fait des liturgies qui se résolvent par la mort, mais qui ont une fonction de mise en place cosmogonique. En effet, si on regarde les choses comme ça dans le va-et-vient, on a le début du combat, c'est une force centripète, c'est-à-dire que tout se rassemble. Tout se rassemble, les extrémités du monde sont là par ces deux êtres étranges qui s'affrontent. On a les dieux, on a les hommes civilisés, et au moment où le sang coule, les morts remontent. Mais brutalement, les morts vont boire le sang. Or, qu'est-ce que c'est que boire le sang humain? Ça ne marche que parce que c'est le sang humain. C'est un acte qui est tout à fait, absolument impossible, qui est contraire à tout ce qui structure le monde, puisqu'il s'agit de boire comme dans un sacrifice un sang qui fait horreur aux dieux, qui fait horreur aux hommes. En fait, les morts sont des cannibales. Et dans la mesure où ils boivent ce sang, à ce moment-là, c'est comme une sorte de déflagration philosophique, théorique, il y a un écart maximum. Et de la même façon, les deux qui combattent se séparent. Donc, je pense qu'il y a là cette analyse qui permet cette analyse qui fait comprendre que les différents éléments constitutifs du cosmos sont mis en place dans un combat de gladiateurs. Tout simplement une anecdote qui fera comprendre aussi la force du rituel et une force qui n'est pas du tout vulgaire, du genre ça serait des peuples avilis et avides de sang. Il y a une histoire très, très courte qui est celle que raconte saint Augustin. Saint Augustin avait été donc étudiant à Rome et il avait un de ses camarades, étudiant comme lui et bon chrétien, qui refusait d'aller à l'amphithéâtre. Un jour, les amis s'emparent du garçon, le traînent à l'amphithéâtre où a lieu le combat, lieu des combats des gladiateurs. Alors, il ne veut pas voir, il se bouche les yeux. Mais au moment de la mise à mort, il y a une telle clameur qui prend le public que lui, il ouvre les yeux, c'est plus fort que lui. Et à ce moment-là, dit-il, depuis, il n'a jamais plus cessé de revenir à l'amphithéâtre. Pourquoi? Parce que, et c'est toujours lui, saint Augustin qui raconte, dit-il, les propos de son camarade, il s'est fondu dans la masse. Il n'est devenu plus qu'un dans une masse qui faisait corps, et cette fusion dans la collectivité a été un plaisir absolument inouï, et en même temps un sentiment d'appartenir à un groupe qui l'a submergé. Et on peut dire, en fait, pour qualifier et faire comprendre cet événement, je crois qu'on peut prendre les termes de Nietzsche lorsqu'il dit la perte de l'individuation. Et au fond, c'est à ça que ça sert aussi le combat des gladiateurs, c'est à créer temporairement une unité indistincte, sans distinction sociale, sans distinction de sexe, sans distinction d'âge, qui est le peuple romain dans son statut cosmique. Donc on a trop souvent et à tort voulu faire des Romains l'inventeur de la modernité, et en particulier de la modernité telle qu'elle se réalise actuellement au XXe siècle. Et en fait, on a oublié que, parfois volontairement, enfin du moins, oui, parfois volontairement, on a oublié que Rome était une cité méditerranéenne comme les autres. Et j'insiste sur le comme les autres. Les Romains ressemblaient tout à fait à ceux qui habitaient en face, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire les Puniques ou les Numides. Ils ressemblaient aux Espagnols, ce qu'on appelait à ce moment-là les Ibères. Ils ressemblaient aux Gaulois et ils ressemblaient aux Grecs, de même que eux leur ressemblaient. En effet, certes, ils ont conquis l'univers, mais ce n'est pas pour ça qu'ils étaient différents des autres. Et en particulier, je crois qu'il est très important de voir se souvenir combien ils étaient à la fois religieux, car la religion traverse toute leur culture, même si c'est une religion du corps. Ils sont, mais je voudrais ajouter aussi, épris de musique et de danse. Il y a ce qu'on appelle traduit à tort des flûtes, qui sont des flûtes à bec, en fait. Il y a de la musique à Rome partout. Les Romains dansent, ils ont à la fois des danses rituelles et des danses dans les banquets.
ils aiment les jardins, ils aiment la pêche à la ligne, hein, et de ce point de vue-là, je veux dire, ils n'ont absolument rien de ces êtres rigides et peu enclins au plaisir quotidien que l'on représente souvent. Mais aussi, hein, il faut s'en souvenir, ils vivent donc dans un monde de dieux, de signes. Ils n'ont pas du tout inventé ni l'État laïque, ni la rationalité comme nous l'entendons. Hein. Et aussi, il faut bien se souvenir que leur vie est entièrement organisée par des rituels, des règles de la vie quotidienne, beaucoup plus importantes que les lois, même si le droit romain est évidemment une chose si importante que nous l'avons conservé, une codification tout à fait originale. C'est d'ailleurs dans le droit qu'il y a à chercher l'identité des Romains par rapport à leurs autres voisins méditerranéens. Mais donc, ils vivent dans une codification de l'existence qui vient en fait qu'ils vivent sous le regard des autres et qu'ils ont à rendre compte sans cesse de leurs gestes, et en même temps que le regard des autres leur indique sans cesse la voie à suivre. Et si je vais faire une comparaison entre les Romains et une autre société méditerranéenne, je penserai immédiatement à ces plateaux d'Albanie qui vivent dans la rigueur du Qanun tel qu'on peut les connaître actuellement. Donc s'il fallait finalement trouver une explication, puisqu'on veut toujours, quand on est historien, trouver une explication à la conquête par Rome de tout le bassin méditerranéen et leur capacité à créer un empire qui a coïncidé avec les limites de ce qui pour eux était l'univers, ce ne serait pas tellement dans leur efficacité militaire, parce que vaincre l'ennemi, c'est toujours assez facile, et d'ailleurs ils n'ont pas toujours été vainqueurs. Mais c'est la capacité qu'ils ont eue ensuite d'accueillir absolument tout le monde au sein de la cité romaine, ce qui n'était pas le cas de leurs voisins. En effet, à Rome, on l'a vu avec l'esclavage qui est une machine d'intégration, mais d'une façon générale, Rome ignore absolument ce que nous appelons l'origine ethnique, c'est-à-dire l'origine ou raciale ou même nationale. Rome ignore les nations, ne sait pas ce que c'est qu'une nation, et ne sait pas ce que c'est qu'une race. Une fois qu'un individu, un homme, hein, est intégré à la cité romaine, soit comme esclave, comme affranchi ou comme citoyen, il est intégralement romain. Personne ne se souviendra jamais de ses origines, et dans les textes d'ailleurs, tout à fait étonnant, on ne sait pas si les gens sont plus bronzés, moins bronzés, blonds, bruns, ou même ont la peau noire. Certains Romains étaient d'origine africaine complètement noire, et personne ne le disait jamais. Et cette capacité d'accueillir se comprend peut-être à cause de leur capacité d'accueillir les dieux. En effet, Rome accueille tous les dieux des autres, et sur place, lorsqu'il installe des colonies, une colonie romaine prend la succession d'une ville qui l'a précédée, d'une ville numide, d'une ville gauloise, et le passage se fait absolument sans heurts, et on construit la ville là où il y avait, on reconstruit la ville là où il y avait la ville indigène, et les dieux prennent la suite. Par exemple, si on est en Afrique, on aura un temple de Saturne qui va succéder à Baal, et si on est en Gaule, eh bien, il y aura Mercure qui prendra la succession